Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, changer radicalement de regard sur l'enfance et sur l'éducation en s'appuyant sur les qualités innées de l'enfant. C'est la révolution que propose André Stern. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Guillaume Buand. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes ou à l'école. L'actu, c'est la rentrée des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est aussi celle du dispositif Bouge 30 minutes par jour. Guillaume vous racontera tout. L'heure de la récré, toujours avec Guillaume. Pas toujours facile de passer de la primaire au collège. Alors, des élèves de 6e de la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, ont trouvé une super solution pour rassurer les CM2 avant leur arrivée. Il vous racontera. Et puis, rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel. Elle aussi veille sur le bien-être et la réussite des enfants. Elle vous présente la méthode SMART. Ça peut servir aux parents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. André Stern, bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions Marabout un nouveau livre. Il est intitulé Plaidoyer pour l'enfance et il invite à repenser en profondeur notre vision de l'enfance et de l'éducation. Votre thèse, si je la résume à grands traits, les enfants possèdent de manière innée un certain nombre de qualités tout à fait extraordinaires comme l'enthousiasme, la créativité, l'ouverture d'esprit. Vous êtes auteur, vous aimez vous définir comme ambassadeur de l'enfance. C'est pas la première fois qu'on se rencontre. Je voudrais qu'on reparte de deux choses importantes quand même. D'abord, vous êtes le fils d'Arnaud Stern et Arnaud a quand même énormément compté dans votre vie, pas seulement dans la vôtre, parce qu'il a compté dans la vie de pas mal de gens. Il est décédé récemment d'ailleurs. Quelques mots sur papa. Sur papa. Quelques mots sur papa. Sur être le fils d'Arnaud Stern. Un grand honneur. On a vécu et travaillé ensemble sur les 35 dernières années de ma vie. J'en ai 53 aujourd'hui, donc vous voyez, j'ai commencé tôt. C'est un des grands noms, c'est une des figures légendaires de l'éducation. C'est une chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure. D'abord, c'était juste mon papa, et puis avec un dispositif qui était agréable. Et puis, je l'ai pris au fur et à mesure de ma croissance. J'ai remarqué. Vous avez pris la mesure de son influence. J'ai pris la mesure de ce qu'il était dans le monde, de ce qu'il était dans mon monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Un papa qui ne vous a pas envoyé à l'école. C'était le sujet d'un de vos premiers, si ce n'est de votre premier livre. De mon premier livre. C'était ça, c'était Chaque Sud, si je me souviens bien. Mais peut-être que ma mémoire me trompe. Non, tout à fait. Vous racontiez comment vous avez grandi, appris plein de choses sans aller à l'école. Voilà, et c'était pas contre l'école, c'était simplement que... Alors, mes parents, à l'époque, avaient développé des convictions et ils n'avaient pas toutes les informations que nous avons aujourd'hui, que j'essaie de livrer dans ce livre, toutes les informations et toute la science que l'on possède aujourd'hui pour expliquer les choses. Par exemple, ils ne savaient aucunement les raisons scientifiques pour lesquelles le jeu est tellement important pour un enfant, mais ça leur serait jamais venu à l'idée d'interrompre un enfant qui joue. Ça leur serait jamais venu à l'idée de réveiller un enfant qui dort. Et du coup, pour rendre ce projet possible de ne pas réveiller ce sont des exemples presque métaphoriques, mais de ne pas réveiller un enfant qui dort, de ne pas interrompre un enfant qui joue, il a fallu qu'ils inventent des solutions autour de cette conviction. Et l'une des solutions était de ne pas envoyer les enfants à l'école, pas contre l'école, mais pour les rythmes et rituels de l'enfant. Alors, vous dites que chaque enfant naît avec une immensité de potentiel. Et aujourd'hui, là encore, maintenant, vous savez que les programmes, vous le dites, génétiques, équipent en fait tous les enfants de plein de potentiel à la naissance. On peut faire plein de choses. Les programmes génétiques ne savent ni où ni quand nous allons venir au monde. Ils ne savent pas à quoi nous préparer. Ne sachant pas à quoi nous préparer, parce que ça pourrait être des conditions diamétralement opposées, c'est les mêmes programmes génétiques, ça fait des milliers d'années que c'est les mêmes. Il y a 22 000 ans, en pleine période glaciaire, c'était déjà les mêmes programmes génétiques. Donc, ils savent ni où ni quand nous allons venir au monde. Et donc, ils ne savent pas à quoi nous préparer. Et l'idée géniale qu'ils ont eue, c'est de nous équiper de tous les potentiels humains. Donc, un humain qui vient au monde va venir au monde avec l'ensemble des potentiels humains. Donc, un enfant qui vient au monde peut tout devenir et tout apprendre. À condition qu'on n'étouffe pas ses potentiels. Après, les potentiels, on ne peut pas tous les développer. Il y en a trop. Comment on passe alors justement de cette immensité de potentiel à la naissance à un petit tas de potentiel à l'âge adulte et encore pas toujours très bien développé? Alors d'abord, c'est un grand élagage logique. On ne peut pas développer tous ces potentiels. Mais ensuite, c'est vrai que nous vivons dans un ordre du monde un peu ancien qui a une tendance à favoriser certaines activités, certains métiers, certaines matières et à plus ou moins dévaloriser, voire dénigrer les autres. Et donc si ce qui va vous guider vers le développement de vos potentiels, qui se reconnaissent toujours à nos enthousiasmes, autre de mes grandes thématiques. Et titre d'un des premiers chapitres du bouquin, si je me souviens bien. Et titre de ça, et il y a même un livre entièrement consacré à l'enthousiasme. L'enthousiasme nous donne toujours le là
de ce qui va être important pour nous. Dans ce domaine-là, on va développer nos potentiels de manière spectaculaire. Le problème, c'est que si on vient nous dire « Oui, mais ton enthousiasme pour les dinosaures, et c'est bien, c'est bel et bon, mais il va falloir que tu t'intéresses et que tu manifestes le même enthousiasme envers les mathématiques. » On va donc nous donner comme message qu'il faudrait réduire notre enthousiasme pour les dinosaures et augmenter notre enthousiasme pour les mathématiques. Malheureusement, ce n'est pas comme la table de mixage de nos amis à la technique. On ne peut pas baisser un canal et monter un autre. On ne peut que descendre sa capacité générale. Et là, ça a fallu un petit peu tout selon vous. Jouer et apprendre, écrivez-vous, puisque vous avez déjà parlé du jeu. Jouer et apprendre sont une seule et même chose pour l'enfant. Pour l'humain. Alors, il faut bien vous dire une chose. Apprendre n'existe pas parce que notre cerveau n'est pas fait. Ben oui, apprendre par cœur, oui, ça c'est une activité. Oui. Mais apprendre, c'est pas quelque chose que nous pouvons faire, c'est quelque chose qui nous arrive. Parce que notre cerveau, alors j'ai l'honneur de travailler avec des scientifiques, notre cerveau n'aime pas enregistrer des informations. Il veut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut qu'elles le concernent et qu'elles l'intéressent. Et qu'il y ait du sens. Et qu'il y ait du sens. Et vous dites quand même, plus tu joueras, plus tu apprendras. Et le jeu est la seule chose qui active nos centres émotionnels. Les centres émotionnels sont la seule chose qui nous permettent de comprendre une information, donc de la mémoriser. Le plaidoyer pour l'enfance d'André Stern vient donc de sortir chez Marabout. On va continuer à en parler dans ce grand oral juste après l'Anti-Sèche. Guillaume Buan. Guillaume, bonjour. Bonjour Emmanuel. On fait aujourd'hui une petite émission sportive qui redonne la parole à des champions des Jeux Olympiques et Paralympiques à l'occasion, vous marrez, hein, mais c'est vrai qu'on en fait beaucoup des JOP, à l'occasion du dispositif On bouge 30 minutes par jour et vous avez donné la parole à un athlète qui a participé au JO et qui fait aussi sa rentrée, alors non pas comme élève, il y en a un certain nombre, mais lui comme prof de sport. Effectivement, on a beaucoup parlé de cet héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est pourquoi on en reparle encore aujourd'hui. On part à Aix-en-Provence puisqu'il s'agit de Ronan Labarre, il a 35 ans, c'est un joueur de double homme au sein de l'équipe de France de badminton et il a participé cet été aux Jeux Olympiques. Alors on va revenir, si vous le voulez bien, sur son début de carrière et déjà pourquoi ce badminton. Écoutez sa réponse. Un peu par hasard, hein. Mes parents étaient tous les deux profs de PS aussi. Mon père aimait bien le badminton, donc il m'y a mis assez tôt. J'ai commencé par jouer un peu en vacances et puis on a emménagé à Vaison-la-Romaine, la ville où mes parents sont toujours aujourd'hui. Il y a un club de bad qui se montait, donc on a commencé par aller là. Et quand on fait des bons résultats, on va dire quand on est petit, on gagne une coupe dans la ville, puis dans le département, ça donne envie de continuer. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé là. Précoce, puisque c'est à 17 ans qu'il s'est spécialisé dans le double homme. Il est aussi joueur en mixte. D'ailleurs, c'est là où il a remporté une médaille de bronze au championnat d'Europe double mix en 2017. Mais la question qu'on se pose, c'est comment allier justement ce rôle de professeur de PS, mais aussi de sportif et d'athlète de haut niveau. Et bien, là, une nouvelle fois, écoutez sa réponse. Il faut savoir que le BAD, une année de qualif olympique, on fait environ 25 tournois, 25 déplacements dans l'année, dont notamment des fois des tournées de 2 semaines en Asie. Moi, j'avais la chance d'avoir un accord avec le ministère des Sports et de l'Éducation nationale, donc de ne travailler qu'à mi-temps, 10 heures semaine devant les élèves. Ça me faisait des semaines où j'allais bosser de 8 à 10, j'allais m'entraîner entre midi et 2, je rebossais en début d'après-midi et je me réentraînais en fin de journée. Direction les Jeux Olympiques donc, un parcours qui a été difficile puisqu'ils ont été éliminés dès les phases de poule. Néanmoins, il a salué l'ambiance, il a salué la ferveur qu'il y avait autour de ces Jeux Olympiques. Bon, néanmoins, sa carrière et son aventure d'athlète professionnel s'arrêtent. Oui, effectivement. En fait, il a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est la première chose d'ailleurs qu'il m'a dit lors de cet entretien. Écoutez. J'ai 35 ans, donc on arrive déjà à un stade de la carrière où plus forcément beaucoup de joueurs qui continuent. Voilà, j'ai aussi une vie de famille avec une petite fille de 2 ans et demi et un deuxième enfant qui va arriver en fin d'année. C'était un deal avec ma conjointe et puis c'est aussi de la fatigue parce que, comme je vous disais, je suis rentré à l'INSEP en 2008. Ça fait 16 ans de carrière de haut niveau. À un moment, le corps et l'esprit en ont un petit peu marre. Donc retour sur les bancs de l'école pour lui aussi depuis septembre, à temps plein. Cette fois-ci, c'est un nouveau rythme, moins rempli de déplacements et surtout une nouvelle vie avec sa compagne, puisque ça lui a fait peur aussi de se retrouver à la maison, d'autant plus qu'il a un enfant en bas âge et un autre qui est en préparation, qui arrivera pour la fin de l'année, puisque sa femme est enceinte. Donc ils ont rigolé un petit peu de cette double vie et cette vie du coup à la maison. Ouais. En attendant, est-ce que cette carrière professionnelle dans le badminton va l'aider dans son travail, l'aider avec ses élèves, c'est ce qu'il espère ? C'est ça l'objectif à présent, c'est de donner ses conseils à ses élèves. Il est au collège Albert Camus du côté de Miramas. C'est un collège un peu défavorisé d'ailleurs, où il y a des conflits qui se règlent souvent par voie orale et de manière agressive. Il a notamment des élèves de 6e, de 5e et de 3e et il espère surtout qu'il y a eu un effet JO.
J'espère qu'à la rentrée, en tout cas, ils auront suivi les jeux et qu'on va pouvoir s'en servir pour voilà, peut-être proposer des nouvelles activités ou leur dire qu'est-ce qui vous a plu, quelle activité, pourquoi. Voilà, il y en a peut-être qui vont découvrir des activités qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et donc j'espère qu'on va pouvoir se servir de ça, un petit peu, que ça va lancer une dynamique. Et puis pour éviter aussi ces conflits, il espère leur transmettre ses valeurs, le respect bien sûr en premier lieu. La gestion de ses émotions qui est très importante, surtout pour des enfants de cet âge-là, qui peuvent être très contents et puis d'un coup très énervés, très frustrés, et puis tout de suite après très contents, qui va les pénaliser des fois parce qu'ils vont être capables, une séance, d'être les meilleurs élèves du collège et puis la séance d'après de dire oh, non, j'ai pas envie aujourd'hui, vous me saoulez. Il y a le dépassement de soi aussi que j'essaye de leur transmettre. Là, il y a aussi beaucoup le respect, le vivre ensemble, et ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. On va pas y arriver avec tout le monde, ça c'est sûr. Quand on y arrive avec certains ou qu'on arrive à désamorcer certaines situations, c'est déjà des petites victoires. Bon Guillaume, j'ai promis un petit mot sur 30 minutes pour bouger. On l'a, le petit mot, effectivement. C'est un dispositif, il faut le rappeler, qui est en place, notamment pour les élèves de CP, mais aussi pour tout le monde. Alors, ils souhaitent profiter justement de cet élan olympique pour, là encore, les inciter à bouger, même si c'est pas simple. Alors nous, on essaie de les pousser à la pratique, ça c'est sûr. Après, c'est toute une éducation qu'il faut penser. Les 30 minutes à l'école primaire, je pense que c'est un beau dispositif en principe. Après, la question, c'est celle de la mise en place, parce que comme souvent, c'est des questions de moyens. Pour des écoles qui n'ont pas forcément d'infrastructure à proximité ou qui n'ont pas d'accompagnateurs compétents pour certaines activités. Mais sur le principe, c'est vrai que c'est hyper important. Nous, on a beaucoup d'élèves qui arrivent au collège, qui ont déjà un petit peu... fait leur choix entre j'aime le sport ou j'aime pas le sport. Et c'est ça qui est un petit peu malheureux. Guillaume, merci beaucoup. 38 pour bouger, vous les faites, vous? Oui, tous les jours, bien sûr. André, vous les faites, vous? Parce que dans le bouquin, vous en parlez, ça, de l'importance non seulement de l'activité physique, mais idéalement en lien avec la nature. Alors oui, je l'ai fait. Et oui, les enfants sont faits pour bouger. Si ça ne tenait qu'à eux, ils bougeraient tout le temps. Et effectivement, dans la nature, parce qu'on a besoin d'avoir des cailloux qui roulent sous les pieds, d'avoir des branches qui nous lâchent, d'avoir des odeurs, de devoir résoudre des problèmes... Parce qu'on est en train de glisser, qu'on va se casser la figure au bas du pied de l'arbre si on n'arrive pas à se rattraper. Résoudre tout ça, ça fait des connexions parce qu'on traite l'inattendu de manière immédiate. Allez, minimum 30 minutes de sport par jour. Merci beaucoup, cher Guillaume. Et André Stern, plaidoyer pour l'enfance. Le livre que vous auriez aimé lire quand vous étiez enfant, c'est chez Marabout, la suite du Grand Oral. Le livre André Stern, il bouscule un certain nombre de stéréotypes. Par exemple, on considère souvent l'adolescence comme une période de crise, de conflit. Vous dites non, d'abord, c'est pas obligatoire, la crise. Non, aucune crise n'est obligatoire. Si elle n'est pas attendue, si elle n'est pas programmée, si elle n'est pas... si on ne l'introduit pas dans le paysage, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et alors, je peux partir de mon expérience. J'ai vécu une enfance qui ne cesse. J'aime bien me présenter comme un enfant de 53 ans. Voilà. Et un ambassadeur de l'enfance, on l'aura compris. Voilà. Du coup, parce que cette voix de l'enfant, on ne l'entend quasiment jamais. Vous avez toujours des doctes personnes, en général des hommes, qui discutent de mesures à prendre autour de l'enfance, mais on n'entend jamais les enfants. Sinon, l'éducation aurait un autre visage, c'est évident. Donc, en tant que resté enfant, je me permets d'avoir accepté, c'est un honneur pour moi, ce rôle d'ambassadeur de l'enfance. Donc, l'adolescence, pas obligatoire. S'il n'y a pas ces rendez-vous sociétaux, s'il n'y a pas ces rendez-vous parce que la famille attend parce qu'on a dit il faut s'affirmer, parce que tout simplement, moi qui ai vécu ce continuum d'une enfance qui continue, j'ai jamais eu à attirer l'attention sur moi parce que j'avais toujours été l'objet d'attention. J'ai jamais eu à me battre pour obtenir de porter des responsabilités qu'on m'avait toujours laissé porter. J'ai jamais eu à me battre pour une liberté que j'avais eue depuis toujours. Donc elle n'est pas nécessaire. Il y a plein de cultures où elle n'existe pas. Il faut reconnaître, moi je vois, parce que je suis papa de quelqu'un qui est un ado entre-temps, où c'est une période extraordinaire quand on prend la mesure de sa force. C'est du pouvoir qu'on peut exercer sur le monde. Et puis on est utile par sa force physique. Je me rappelle de cette découverte. Quand il fallait porter des meubles lourds, c'est vers moi qu'on se tournait. Et puis on n'a plus les plus petites chaussures de la famille. Oh mais André, tout ça c'est chouette, c'est formidable. Mais ce sont le mais. Bah évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a après mon mais? Ah, je sais pas, en l'occurrence. Vous savez pas? Moi aussi, vous savez. Tous les parents ne peuvent pas proposer à leurs enfants le type d'éducation que vous avez reçu. À un moment donné, il faut bien aller rencontrer les autres, les rencontrer dans l'école. Alors comment on se débrouille, comment on se dépatouille quand on est pris dans ce cadre qui n'est pas du tout forcément un cadre maltraitant, et vous insistez beaucoup sur le fait que vous n'écrivez pas contre l'école, mais qui n'est quand même pas forcément un cadre non plus qui ressemble beaucoup à ce que vous racontez. Alors, plusieurs questions là. Plein de questions. Un doctorat.
D'abord, il ne s'agit pas de trouver une méthode universelle. Je pense que toute personne qui prétend avoir trouvé une solution universelle, une réponse qui va marcher pour toutes et tous, est un charlatan. On se méfie. Voilà, parce que ça ne peut pas fonctionner. Et donc, ce qui marche pour moi ne va pas marcher pour vous, et ce qui marche pour moi aujourd'hui ne marchera pas pour moi demain, si ça se trouve. Donc, ça, c'est une invention quotidienne ensemble. Ensuite, je connais des enfants qui, comme moi, ne vont pas à l'école. Mais leurs parents sont encore dans l'ancienne attitude. Et bien que ces enfants n'aillent pas à l'école, par le biais de l'attitude de leurs parents, ils vivent une enfance qui ressemble beaucoup à celle d'un enfant qui va à l'école. Ce que vous appelez l'ancienne attitude, c'est quoi? C'est du contrôle C'est surtout de la peur et de l'absence de confiance dans nos dispositions spontanées. C'est pas un reproche. Il y a toutes sortes de raisons que j'explique dans le livre pour lesquelles nous en venons à cela. Mais je connais des enfants qui vont à l'école, mais dont les parents sont tellement dans la nouvelle attitude, celle dont je parle aussi, que bien que ces enfants aillent à l'école, ils vivent une enfance qui ressemble beaucoup à celle que j'ai pu vivre. Donc, vous voyez que ils vont passer 5-6 heures par jour à l'école, j'allais dire en plus. Ça, c'est une question de méthode. Mais ce qui vient avant la méthode est une attitude. Et cette attitude, elle est gratuite, elle est à la disposition de chacune et de chacun. Ensuite, attention, parce qu'il y avait votre question concernant le vivre ensemble, aller vers les autres. Le pire qui puisse arriver à un enfant, c'est de rester enfermé à la maison avec ses parents. C'est ce qu'il y a de pire. On est fait pour le vaste monde. Quand on a un port d'attache, on va dans le vaste monde. Et dans le vaste monde, on rencontre l'altérité, on rencontre les autres. Et leur enrichissement, c'est eux qui nous enrichissent. C'est fondamental. Et l'enfant va dans le vaste monde avec cette conviction, le monde me change et je change le monde. Pour poursuivre sur ce même fil des stéréotypes sur lesquels vous travaillez, l'éducation dont vous parlez, c'est pas une éducation sans limite, c'est pas une éducation sans bordure, c'est une éducation avec alors un père que vous avez eu vous, mais c'est père et repère. Pardon de faire un peu de psychanalyse du café du commerce. Oui, un petit peu là. Oui, ça va. Bon, j'aurais dit moi-même. Tout petit peu. On est dans un monde de changement perpétuel. Et dans ce monde d'impermanence, nos seules oasis de permanence sont les rythmes et les rituels. Et ça forme une structure. Les enfants adorent les structures. Rien ne les perturbe davantage qu'un rituel ou qu'un rythme qu'on a interrompu, brisé, modifié. Et on a trop tendance à penser qu'un enfant auquel on accorde liberté et confiance va forcément générer le chaos. Ça, c'est des idées qui ne sont jamais corroborées par l'observation. L'observation prouve le contraire. Le plaidoyer pour l'école d'André Stern vient de sortir. C'est chez Marabout pour celles et ceux qui vont à l'école. À l'école, il y a un truc super chouette, c'est la récré. On va faire une petite récré et évidemment, on retrouve André juste après. Mais quel lapsus monstrueux. J'ai dit plaidoyer pour l'école, c'est plaidoyer pour l'enfance. Évidemment. Pardon, André. Quand je disais pas de psychanalyse à 2 balles, il faut que je m'allonge quand même, parce qu'elle est belle celle-là. Guillaume, ça va? Oui, depuis ça tout va. à l'heure. Très bien. Bon, super, c'est la récré, j'en ai bien besoin apparemment. Vous allez nous parler d'un podcast pas comme les autres. Il a été créé par des élèves de 6e à la Seyne-sur-Mer, c'est tout près de Toulon. Il a pour but de rassurer les élèves qui arrivent au collège, donc les CM2 en somme. Effectivement, et les podcasts, c'est hyper à la mode. C'est notamment débuté au début des années 2000 aux États-Unis. Le mot podcast qui a été inventé un peu plus tard en 2004. C'est un journaliste britannique qui a inventé ce mot. Il y a le mot pod, tout d'abord, c'était, vous le savez, la marque à la pomme qui avait sorti un baladeur, et puis qui vient également de broadcast, un nom anglais qui signifie émission. On a donc ces deux mots ensemble, et chaque mois en France, vous le savez, plus de 17 millions de personnes écoutent quand même près de 200 millions de podcasts, c'est énorme. Si on dit au Québec, on dirait la balado-diffusion. Ça, je ne savais pas. Et ben voilà. Balado-diffusion. Balado-diffusion. Et si vous vous amusez à dire podcast oui. Et là, à Montréal ou ailleurs, on vous regarde d'un œil assez tort. Ah ouais, direct. Je ne le testerai pas dans ces cas-là. Donc, mais ici, on va parler de podcast, et notamment de podcast dans mon petit quotidien. Oui, effectivement. Du 3 septembre dernier, vous en avez en une. Des podcasts pour rassurer les CM2 qui arrivent au collège. C'est une période qui n'est pas simple, un peu de transition, justement. Et c'est dans le collège Henri Vallon, à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, où effectivement, une vingtaine d'élèves ont créé des podcasts, des élèves de 6e, 7 podcasts. Le but, c'est de conseiller, d'accompagner les CM2 avant leur arrivée au collège, leur donner des petits conseils également. Alors, sachez qu'ils font tout eux-mêmes, 15 séances pour chercher les informations utiles, écrire les textes, les enregistrer un peu comme nous, des travails de journalistes en fait. Et ensuite, eh bien, ils leur expliquent, j'ai pris peur, mais rassure-toi, tout va bien. Les profs sont patients en général, mais il ne faut pas les pousser à bout. Bon, ça, on l'a tous un petit peu vécu. Il est question de cours, d'infirmerie, d'ateliers, de récréation, justement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et à la fin de l'épisode, j'ai bien aimé justement ce mot de l'une des élèves. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Voilà, c'est comment on peut résumer cette arrivée, ce grand saut vers la 6e quand on arrive de la primaire. Bon message.
Ah, mais complètement. On est en plein dedans. Hein. En plein. Guillaume, merci beaucoup. Fin de cette récré. Et on retrouve André Stern, plaidoyer pour l'enfance. Non mais l'école, n'importe quoi. André Stern, concrètement, que peuvent faire les adultes pour créer un environnement épanouissant pour les enfants, qu'ils aillent ou non à l'école, et archi majoritairement dans notre pays, ils y vont. Vous parlez d'environnement, donc de conditions, de circonstances, etc. Je peux reparler de mon papa. Ah bah reparlez de votre papa, Arnaud. Arnaud est né en 1924, c'est donc facile à calculer, cette année. 15 ans en 39. Et avant, 33. Et d'abord, ils ont commencé à fuir en 33, donc toute son enfance. Il est né à Kassel, en Allemagne. Voilà. C'était, en tant qu'enfant juif, une des meilleures périodes pour venir au monde en Allemagne. Et donc, toute son enfance a eu lieu pendant la guerre, c'est-à-dire pendant les pires des circonstances, les pires des environnements que nous puissions imaginer. Il a vraiment vécu la totale. Les bombes, le ciel embrasé par les forteresses volantes américaines, se cacher dans la paille quand le chien aboie, la fuite, la peur permanente, la dépossession de tout, même de sa nationalité. Ton ancien camarade de classe qui peut te tuer, c'est sa mission. C'est donc vraiment les pires des circonstances. Ses parents ne pouvaient lui donner aucune sécurité matériel. Et cependant, quand on posait la question à mon papa, et c'est pour ça que je voulais vous raconter ici cette histoire, parce que je la trouve très métaphorique, quand on lui posait la question « Comment a été ton enfance ?», il répondait « Merveilleuse ». Et nous, ça nous fait « Attends, les bombes, les canons, des chars nazis qui vous poursuivaient, etc. Et tu parles d'une enfance merveilleuse ». « Eh oui », disait-il, « eh oui, parce que mes parents et moi, on était dans l'attachement. » Ils pouvaient certes garantir aucune sécurité matérielle, mais ils m'ont tout au long de la guerre donné cette sécurité affective et émotionnelle. Et donc, ce que vous voulez dire, c'est que dans toutes circonstances, en tout cas, je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas dans la même situation que votre père dans ces années-là, l'attachement, le lien, l'attention, la confiance et la permanence de ça. Alors, au même titre que l'attitude vient avant les méthodes, aller à l'école, ne pas aller à l'école, ce sont des méthodes, l'attitude vient avant. Au même titre, je pense que oui, les environnements, les conditions, les circonstances ont leur mot à dire, mais l'attachement, le port d'attache, c'est une vieille histoire en nous, hein, ça remonte à notre vie prénatale. Hein. C'est le lien qu'on a vécu, ce lien dont on avait conscience qu'il allait nous rendre autonomes, puisqu'il permettait notre croissance et que notre croissance faisait grandir notre autonomie. Et cette nostalgie pour toujours du lien qui nous rend autonomes, lorsqu'on la vit, c'est le socle d'une éducation parentale. Je ne dis pas que les circonstances, les conditions et les environnements ne sont pas importants. Je dis qu'ils découlent de cette attitude et qu'ils seront forcément individuels. Je ne peux pas répondre à votre question, Emmanuel. Si je pouvais répondre, ce serait à mon tour d'être un charlatan. Votre livre, il dessine ce à quoi pourrait ressembler une sorte de société idéale si elle gardait les traits de l'enfance et si on gardait des traits de l'enfance. À commencer, et ça aussi, je boucle un petit peu avec les toutes premières questions que je vous posais, ce qu'on a au tout début, c'est-à-dire un rapport à la différence très détendu quand on est tout petit. On ne connaît et ne voit que la différence. Ouais. Et j'essaye d'en parler. Hein. On ne voit que la différence. Un enfant auquel on dirait, par exemple, qu'il y a 8 milliards de genres, dirait, mais oui, c'est ce que je constate. Et donc, l'enfant n'a pas de ces hiérarchies que nous avons entre les métiers, entre les personnes, et il va s'enthousiasmer. Et donc, on sait que l'enthousiasme, c'est notre super pouvoir. Il va s'enthousiasmer aussi bien pour le métier de l'éboueuse ou de l'éboueur que pour le métier de l'astronaute. Sans toutes ces discriminations, l'enfant va à bras et à cœur ouvert à la rencontre de l'autre, avec cette sensation que je suis la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Ça veut dire que je ne suis pas meilleur que toi, je ne suis pas moins bon, je ne me compare pas. Je suis juste la bonne personne au bon endroit, au bon moment. André, c'est une dernière question. Vous l'avez dit, vous vous décrivez vous-même comme un enfant de 53 ans, ambassadeur de l'enfance. En quelques secondes, ça veut dire quoi pour un adulte être un enfant ? Et vous n'avez pas le droit de me répondre, je ne sais pas, car je ne suis pas un adulte. Ça ne va pas marcher. Ah ouais, je sais, c'était tentant. Je vous avais failli, vous l'avez cherché. Non, je me disais, parce que c'est difficile, du coup, parce que ça va avoir l'air d'une recette universelle, mais ce qu'il y a d'évident, c'est que de ne pas avoir perdu mes enthousiasmes, d'avoir toujours cette force-là, de ne pas avoir perdu mes rythmes rituels, et de pouvoir continuer, parce que je n'ai pas eu à abandonner cela, mais je l'observe chez mes enfants. Tout enfant mis dans une situation, ce n'est pas un mérite personnel, hein. Je suis infiniment reconnaissant d'avoir vécu cela et de pouvoir en parler. Mais tout enfant mis dans cette situation aurait les mêmes choses à raconter. Mais de pouvoir continuer à développer mes potentiels et de savoir que même si je ne les ai pas développés, je peux encore les développer, que tout est possible, que je peux tout devenir et que je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour qu'on m'aime, qu'on m'apprécie et qu'on me voie. Je crois que c'est ça
être resté un enfant? Est-ce que c'est vraiment ce que je nous souhaite? Ce livre, il essaye de dire... C'est sympa quand même. Hein. Il essaye de dire, cet enfant, c'est la plus merveilleuse des périodes de notre existence et elle n'a aucune raison de cesser. Plaidoyer pour l'enfance d'André Stern, le livre que vous auriez aimé lire quand vous étiez enfant, c'est chez Marabout. Je précise qu'il est constitué d'une série de chapitres assez courts, assez brefs. Il se lit avec beaucoup de plaisir. C'est pas un essai savant, même si on apprend plein de choses dedans. Et donc, il vient de sortir. Le conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Sanzel. Elle nous rejoint. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Sanzel. On parle parentalité. Candice, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, d'une méthode super efficace, selon vous, pour aider les enfants à atteindre leurs objectifs scolaires, pour celles et ceux qui vont à l'école. N'est-ce pas, André? C'est la méthode SMART. Oui, parce que se fixer des objectifs, sympa, parfois, ouais, ça peut paraître aussi amusant qu'une dissertation sur la tectonique des plaques. Mais vous allez voir qu'avec cette méthode, eh ben, c'est simple, efficace et facile. Alors que votre enfant veuille devenir un pro des maths, qu'il ait envie de se préparer pour un examen comme un ninja ou encore apprendre une nouvelle compétence avec le sourire, eh bien, se spécialiser dans les dinosaures. Par exemple, eh ben, la méthode SMART, c'est exactement là pour transformer chaque rêve en réalité. Alors, comment ça marche? La méthode SMART, c'est un acronyme qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporairement défini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, en fait, avec chaque composante de cette méthode, eh ben, on va pouvoir structurer et clarifier les objectifs pour maximiser, en fait, les chances de réussite. Alors, on va structurer et clarifier la chronique. S pour spécifique. Alors, l'objectif, en gros, doit être aussi clair qu'une sortie d'autoroute. C'est-à-dire que au lieu de dire « je vais être meilleur en maths », on va spécifier « je veux augmenter ma note en mathématiques et passer de 12 à 15 ». Là, c'est spécifique. C'est spécifique. M, mesurable. Il est important en fait de pouvoir mesurer les progrès vers l'atteinte de l'objectif, donc un peu comme un jeu vidéo, où on va pouvoir voir ses points augmenter. Eh bien, c'est à la fois important pour savoir où on en est, et puis c'est aussi très très motivant. Donc, par exemple, je vais suivre mes progrès en maths en notant les résultats dans un tableau à chaque contrôle et à chaque quiz. Et le tableau de bord du succès scolaire en quelque sorte. Le A, c'est atteignable. Oui, parce que l'objectif en fait doit représenter à la fois un défi, mais il doit être aussi possible à atteindre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est un peu comme monter une montagne avec les pauses de chocolat chaud. On a à chaque étape la zone proximale de développement, puis aussi tout ça, on n'y va pas trop vite. Par exemple, je vais améliorer donc ma note de maths de 12 à 15 en passant 30 minutes par jour à réviser en demandant de l'aide à mon professeur si nécessaire. R pour réaliste. L'objectif donc doit avoir du sens et être en lien avec ce qui compte en fait pour votre enfant. Il doit également être raisonnable. On ne parle pas du coup de décrocher la ligne, mais bien juste d'une étoile sur le prochain bulletin. Donc par exemple, améliorer ma note en maths est pertinent parce que je veux entrer dans une filière spécifique l'année prochaine. Donc ça a du sens. Et il nous manque le T de temporellement. Défini, exactement. Temporellement défini, pardon. Alors, l'objectif doit avoir une échéance claire, c'est-à-dire ici, pas de procrastination, juste un plan efficace avec une date limite. Parce qu'un rêve sans date, ça reste un rêve et nous, on veut de la réalité. Donc, par exemple, je veux atteindre cet objectif, atteindre mes 15 en mathématiques d'ici la fin de l'année. Ok, vous nous donnez un petit exemple pratique en 1 minute pour terminer? Allez, prenons Léa, une élève de 5e qui veut devenir la reine des SVT. Alors, comment va-t-elle s'y prendre, à votre avis? Avec la méthode SMART. Évidemment. Alors, spécifique... Vous n'avez rien suivi, André. Je sais que vous n'aimez pas les notes, j'ai lu votre bouquin. Enfin, quand même, vous pourriez suivre. Alors, spécifique, je veux m'améliorer ma note de SVT et passer de 14 à 16. Mesurable. Je vais suivre mes progrès à chaque contrôle et observer là où j'ai encore un peu de mal. Atteignable. Je vais consacrer 20 minutes supplémentaires tous les 2 jours et réviser mes contrôles de SVT et voir où j'ai encore des choses, des questions à poser à mes professeurs. Réaliste. Améliorer ma note en sciences, c'est important pour moi parce que ça va me permettre de réaliser mon rêve de devenir un jour peut-être vétérinaire. Et temporel défini. Je veux atteindre cet objectif le trimestre prochain pour m'inscrire en école supérieure. Okay. Et voilà, mission. L'idée, c'est que c'est une méthode assez puissante quand même. C'est extrêmement puissant, beaucoup plus qu'il n'y paraît pour définir des objectifs clairs et réalisables. Et en suivant cette méthode, vous allez aider vraiment vos enfants à transformer leurs rêves en plans concrets et mesurables. Chaque objectif devient ici une mission vraiment excitante et motivante, transformant donc chaque défi en une opportunité de succès. Alors, à vos SMART, prêt, feu, partez. Elle est belle, celle-ci. Bon, alors, d'un mot, les notes, vous aimez pas, c'est pas tellement votre truc. Mais bon, c'est tout ce qui peut aider les parents, c'est quand même chouette. Si ça aide les parents.
Voilà. Ça aide aussi ça aide énormément les enfants et les ados à se structurer et à clarifier où ils veulent aller. Mettez une bonne dose d'enthousiasme et c'est une méthode comme une autre. Voilà. Mais moi, je crois plutôt au super pouvoir de l'enthousiasme. J'ai rien. Elle ne manque pas d'enthousiasme. Ah non, on ne manque pas d'enthousiasme dans cette méthode, au contraire. Pleine d'enthousiasme. Merci beaucoup, Candice. Merci. La méthode SMART. André, merci beaucoup. Le plaidoyer pour l'enfance, c'est chez Marabout. Merci beaucoup aussi à toute une équipe qui ne manque pas d'enthousiasme. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et le Grand Oral, depuis la rentrée dernière, est également présent sur toutes les plateformes de podcast.